Pendant que les capitales africaines s'agitent en conférences climatisées, pendant que les institutions continentales pondent des communiqués que personne ne lit, 3 pays du Sahel sont en train de faire quelque chose que ce continent n'a pas vu depuis des décennies. Ils construisent une armée, une vraie, pas une promesse, pas un protocole d'accord. Une armée qui se bat, qui progresse, et qui grossit à une vitesse qui devrait faire réfléchir tout le monde sur ce continent. Ce que je vais te dire aujourd'hui, tu ne le trouveras pas dans les grands médias internationaux. Et ce n'est pas un hasard. C'est précisément parce que ce qui se passe au Sahel en ce moment dérange profondément certains équilibres que l'on croyait gravés dans le marbre. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche. Ce que tu vas entendre mérite d'être partagé largement. Les 16 et 17 avril 2026, les chefs d'état-major des armées des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retrouvés à Ouagadougou. Pas pour des photos, pas pour signer un texte que personne n'appliquera. Cette réunion de travail faisait suite à une semaine entière de délibérations techniques du 7 au 15 avril, réunissant des experts militaires des 3 pays. Et le résultat de ces travaux est sans équivoque. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel compte désormais 15 000 soldats opérationnels. Avec un quartier général établi à Niamey, au Niger, au cœur géographique du triangle de l'Iptako-Gourma. C'est le chef d'état-major du Burkina Faso lui-même, le général de brigade Musaï Diallo, qui l'a confirmé publiquement, précisant que les conclusions de la rencontre de Ouagadougou allaient directement orienter les opérations sur le terrain et renforcer la chaîne de commandement de la force. Pour comprendre ce que représente ce chiffre, il faut remettre les choses en perspective. Quand l'idée d'une force conjointe a été évoquée pour la première fois, après la signature de la charte du Liptako-Gourma en septembre 2023, on parlait de 500 hommes, un contingent modeste. Puis ce chiffre a été porté à 5000, et c'est avec cet effectif que la force a été officiellement lancée le 20 décembre 2025 à Bamako, lors d'une cérémonie où le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a remis le drapeau, les armes, les véhicules de combat et les ambulances aux premières unités de l'Alliance des États du Sahel. En quelques mois, les effectifs ont continué de gonfler, 6 000 soldats début 2026, et aujourd'hui 15 000. Une multiplication par 10 en moins de 2 ans. Cela ne s'improvise pas, et cela ne se fait pas par vanité. Il y a une logique opérationnelle très précise derrière cette montée en puissance. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, ainsi que les réseaux affiliés à l'État islamique, continuent d'étendre leur zone d'influence à travers le Sahel central. Ces groupes recrutent, ils se déplacent, ils franchissent les frontières sans demander la permission de personne. Et pour chaque combattant neutralisé, leur réseau cherche à en placer 2 autres. Une force de 5000 hommes ne peut pas tenir un théâtre d'opération de la taille du triangle de l'Iptako-Gourma contre un ennemi aussi mobile et aussi ancré dans les populations locales. Il faut de la masse, de la coordination et une présence constante sur le terrain. C'est exactement ce à quoi répond la FLUE dans sa configuration actuelle. Ce qui rend cette armée particulièrement sérieuse, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa doctrine. La rencontre d'avril 2026 à Ouagadougou marque officiellement le passage de la phase de planification à la phase de déploiement opérationnel à plein régime. La zone d'opération désignée est le Tri-Border, ce carrefour frontalier entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Historiquement le couloir de circulation préféré des groupes armés. Et cette doctrine a déjà été testée. Entre février et mars 2025, les 3 armées ont conduit une opération tripartite, baptisée Opération Yereko 2 dans la zone de l'Iptako-Gourma. 3 armées nationales, opérant côte à côte sous commandement coordonné, sur un même terrain contesté. Le bilan: des combattants de l'État islamique neutralisés, 4 arrestations dans la région de Tillabéri, au Niger. Mais surtout, la démonstration concrète que quand ces 3 armées fonctionnent comme une seule force au lieu de 3 drapeaux cousus ensemble par un communiqué, les groupes armés n'ont nulle part où fuir. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est la version permanente et à grande échelle de ce que Yereko 2 a prouvé être possible. Et le commandement opérationnel en a tiré une ligne politique claire. Pas de négociation. Le capitaine Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont adopté une posture que l'on pourrait qualifier de fermeté absolue. Il n'y a pas de 3e voie, pas de commission de réintégration, pas d'amnistie discrète, négociée dans des capitales étrangères. Le message est simple et il est cohérent.
Le Sahel n'est plus un sanctuaire. Ce positionnement contraste radicalement avec 2 décennies d'approche qui ont traité l'insurrection sahélienne comme un problème de gouvernance à résoudre par le dialogue plutôt que comme une menace militaire à neutraliser par la force. Résultat de ces 2 décennies de sophistication diplomatique, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et des groupes armés qui contrôlaient des territoires entiers. L'AES a regardé ce bilan et a décidé de changer de méthode. Maintenant, il y a une question qui revient régulièrement dans les débats sur l'AES, et il faut l'aborder franchement. Certains affirment que ces 3 pays ont simplement échangé une tutelle française contre une tutelle russe. Que la souveraineté dont ils parlent est une fiction habillée en cyrillique. C'est une lecture superficielle qui ne résiste pas à l'examen des faits. Ibrahim Traoré lui-même a été explicite sur ce point dans plusieurs interventions publiques. La Russie vend au Burkina Faso l'équipement militaire qu'il veut acheter. Il y a un partage d'expériences de combat entre les 2 pays, mais aucune force de combat étrangère ne combat au sol en territoire burkinabé. C'est le soldat burkinabé qui se bat, c'est lui qui avance, c'est lui qui tombe, et c'est lui qui reconquiert le territoire perdu. La distinction est fondamentale, même si elle est soigneusement ignorée par ceux qui ont intérêt à la brouiller. L'Alliance des États du Sahel achète ce dont elle a besoin. Elle accepte la formation là où elle est utile. Mais le doigt sur la gâchette reste africain. C'est précisément là que se situe la rupture avec les arrangements précédents, où des forces étrangères opéraient sur le sol sahélien avec leurs propres chaînes de commandement, leurs propres priorités stratégiques et leurs propres intérêts économiques à protéger. Parlons maintenant de la CEDEAO, parce que le contraste est édifiant. Depuis 2004, l'organisation régionale promet à l'Afrique de l'Ouest une force en attente capable de répondre aux menaces sécuritaires. En août 2025, la CEDEAO a annoncé avec un certain bruit médiatique l'activation d'une force antiterroriste projetée à 260 000 hommes avec un budget annuel proposé de 2,5 milliards de dollars américains. Quand les chefs de défense se sont effectivement réunis en février 2026 pour transformer cette annonce en réalité, le chiffre avait été réduit à 1650 soldats. 1650. Pour combattre une insurrection qui couvre des millions de kilomètres carrés. Et ces 1650 soldats resteront dans leurs pays respectifs. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, attendant un appel téléphonique d'Abuja pour se déployer. Ce n'est pas une force en attente. C'est un carnet d'adresses militaires. Comparez 1650 hommes dispersés dans 6 pays différents, sous 6 commandements nationaux distincts à 15 000 soldats sous commandement unifié, avec un quartier général, un théâtre d'opération désigné, un commandant nommé et une direction politique qui a l'intention réelle de les utiliser, c'est comparer une déclaration d'intention à une réalité opérationnelle. L'Union africaine n'est pas mieux lotie. Pendant que le Soudan brûle depuis plus de 3 ans, que plus de 14 millions de Soudanais ont été déplacés, que la famine a été confirmée dans certaines parties du Darfour et des montagnes de Nuba, que le département d'État américain lui-même a qualifié la situation de génocide en janvier dernier, l'Union africaine continue de faire tourner ses envoyés spéciaux, d'émettre des appels au dialogue et de produire des communiqués du Conseil de paix et de sécurité qui arrivent avec la force d'une simple suggestion. La raison de cette paralysie n'est pas difficile à comprendre. Lorsque l'Union européenne finance les opérations de paix africaines, c'est l'UE qui écrit les priorités. Lorsque les États-Unis fournissent la logistique, ce sont eux qui décident de la direction. L'institution censée défendre la souveraineté africaine a sous-traité son autonomie opérationnelle aux mêmes puissances, face auxquelles elle est censée protéger le continent. L'AES a regardé cette équation et en a tiré une conclusion simple. Construire sa propre force avec son propre argent, sous son propre commandement, répondant de ses actes devant ses propres citoyens. Et c'est précisément pour cela que le silence des grands médias occidentaux sur cette montée en puissance militaire est si révélateur. Cherche les reportages sur le lancement de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel à Bamako, en décembre 2025. Cherche les analyses sur la réunion des chefs d'état-major à Ouagadougou en avril 2026. Tu trouveras très peu de choses dans les médias internationaux dominants. Mais cherche les rapports d'ONG sur les droits humains au Burkina Faso. Tu seras noyé sous les résultats. Les mêmes organisations qui n'ont pas trouvé les mots pour condamner l'incapacité des forces françaises à protéger les civils maliens pendant des années produisent aujourd'hui des rapports détaillés et soigneusement formulés dès qu'un soldat burkinabé
est accusé d'exaction dans le même théâtre. Le Sahel n'existe pour les médias occidentaux que lorsque l'histoire permet de critiquer les gouvernements en place. Les avancées militaires contre le terrorisme, elles, restent invisibles. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la gestion de narrative. Et pourquoi cette narrative est-elle gérée de cette façon? Parce qu'un Niger qui garde son uranium pour son peuple, c'est un Niger qui prive la France de sa principale source d'approvisionnement pour son électricité nucléaire. Parce qu'un Burkina Faso qui nationalise ses mines d'or, c'est un Burkina Faso qui expulse les grandes sociétés étrangères d'un secteur qui était leur chasse gardée depuis des décennies. Parce qu'un Mali qui reprend le contrôle de son secteur minier, c'est un Mali qui rompt avec 60 ans de rente extractive au profit de l'extérieur. Ces pays ne sont pas qualifiés d'instables parce qu'ils sont dangereusement mal gouvernés. Ils sont qualifiés d'instables parce qu'ils ont décidé de garder leurs richesses pour leurs citoyens, plutôt que de les offrir sur un plateau à des partenaires étrangers. Voilà tout le dictionnaire du contrôle impérial contemporain. Si tu ouvres tes ressources, tu es un partenaire. Si tu les gardes, tu es instable. Il reste un angle que peu d'observateurs prennent le temps d'analyser. Et pourtant, il est critique. Ce que l'AS fait dans le Liptako Gourma produit des effets bien au-delà de ses propres frontières. Quand une force de 15 000 hommes applique une pression soutenue sur les groupes armés dans cette zone, ces groupes cherchent à se repositionner. Et où vont-ils? Vers le nord du Ghana, vers le nord du Togo, vers le Bénin, et surtout vers le nord du Nigeria. L'insécurité que connaissent certaines régions de ces pays n'est pas déconnectée de ce qui se passe au Sahel. C'est le même phénomène régional. Les groupes armés qui trouvaient l'environnement sahélien hospitalier cherchent des zones où la volonté politique de les combattre est plus faible, où la surveillance frontalière est plus poreuse, où la chaîne de commandement est plus bureaucratique qu'opérationnelle. La vraie question que le Nigeria, le Ghana, le Togo et le Bénin doivent se poser n'est pas de savoir si l'AS déstabilise la région, c'est de savoir si leurs propres architectures sécuritaires sont prêtes pour ce qui arrive. Surveillance renforcée des frontières, coordination transfrontalière avec l'AS plutôt que posture d'opposition, et traitement sérieux des mouvements transfrontaliers de populations armées. Voilà les conversations urgentes qui doivent avoir lieu. Ce que l'AS est en train de construire n'est pas seulement une histoire sahélienne. C'est un modèle. La démonstration concrète qu'une sécurité régionale africaine efficace ne nécessite pas de bases étrangères, de commandants étrangers, de forces étrangères ou de bailleurs étrangers. Elle nécessite de la volonté politique, un commandement unifié et le courage de refuser le chemin de la facilité. Si ce modèle se répand à travers le continent, toute l'économie d'extraction qui a défini les relations extérieures de l'Afrique depuis 60 ans sera menacée dans ses fondements. Et c'est pour cette raison que certaines capitales étrangères observent la montée en puissance de l'AS avec une inquiétude qu'elles peinent à dissimuler. L'Afrique n'a pas besoin de plus de conférences. Elle n'a pas besoin de plus de communiqués. Elle a besoin de ce que l'AS est en train de faire. Une armée réelle sous commandement africain, répondant de ses actes devant des citoyens africains, défendant une souveraineté africaine que personne d'autre ne défendra à sa place. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus frappé dans cette analyse. Est-ce le fait que 3 pays parmi les plus pauvres du continent aient réussi à aligner 15 000 soldats opérationnels pendant que la CEDEAO tâtonne avec un 650? Est-ce la doctrine zéro négociation et ce qu'elle dit sur la rupture avec 2 décennies d'approche ratée? Ou est-ce le lien entre les avancées militaires de l'AS et la montée de l'insécurité dans les pays voisins? Partage ta réflexion. Abonne-toi à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse. Like cette vidéo et partage-la autour de toi. Parce que ce type d'information, si on ne la fait pas circuler nous-mêmes, personne ne le fera à notre place.